Au Burkina Faso, une piste, un souffle avant le rugissement. À 24 ans, une femme franchit une porte longtemps fermée et tout un pays réapprend à regarder le ciel autrement. Que change vraiment ce genre de victoire pour une armée, pour des familles et même pour Ibrahim Traoré dans l'imaginaire collectif? Parce qu'un cockpit peut déplacer une frontière sans faire de bruit. Dans cette histoire, il ne s'agit pas seulement d'une première fois, mais d'un changement de cadre. Maryse Traoré n'entre pas dans un décor neutre. Elle arrive dans une armée de l'air où les postes techniques et les rôles de combat ont longtemps été perçus comme un territoire réservé. Son parcours oblige donc à regarder autre chose que la performance pure. Il montre comment la discipline, l'endurance mentale et la précision peuvent renverser des attentes installées depuis des décennies. Pour le spectateur, l'intérêt est simple: comprendre comment une réussite individuelle peut devenir un signal collectif sans discours grandiloquent. Ce récit promet aussi une lecture plus fine du quotidien derrière le symbole. La pression, l'observation constante, le risque de l'erreur et la solitude du pilote dans les airs. Et au-delà du cas de Marie, une question se glisse. Dans un pays en transformation, que devient un symbole quand il n'a pas été fabriqué pour l'être? Ibrahim Traoré plane en arrière-plan comme marqueur d'époque. En 2019, un premier verrou saute. Elle obtient un baccalauréat scientifique, étape décisive qui rend possible une trajectoire plus ambitieuse. La même année, une bourse l'emmène en Chine, loin de ses repères, vers une formation aéronautique de haut niveau où l'approximation n'a pas sa place. Ce déplacement change tout parce qu'il transforme un rêve en méthode. Cours théoriques, simulation, entraînement physique intensif, évaluation permanente et cette idée constante qu'une erreur peut coûter cher. Pendant 4 ans, elle apprend à lire des données en une fraction de seconde, à garder son sang-froid quand l'appareil vibre, quand les alarmes retentissent, quand la vitesse dépasse ce que le corps accepte instinctivement. En 2023, elle obtient son diplôme et revient au Burkina Faso avec une identité nouvelle. Pilote militaire qualifiée, prête à intégrer l'élite nationale. Affectée à l'escadron de chasse de Bobo Dioulasso, elle doit encore prouver, non pas par des mots, mais par une rigueur répétée. Et c'est là que la question ouverte au début commence à se refermer. Ce n'est pas seulement une femme qui réussit, c'est une norme qui commence à se déplacer sous les yeux d'Ibrahim Traoré et de tout un pays. Elle ne répond pas aux aiguilleurs doutes par des discours, mais par une routine presque invisible. Briefing étudié, ligne par ligne. Procédure d'urgence répétée jusqu'à l'automatisme. Scénario de combat analysé comme des problèmes concrets, pas comme des récits héroïques. Dans ce cadre, être pionnière ne signifie pas seulement être la première, mais porter une attention constante à chaque détail, parce que la moindre erreur risque d'être lue comme un verdict injuste sur toutes les autres. Autour d'elle, les regards oscillent entre curiosité et scepticisme, comme si l'attente d'un faux pas faisait partie du décor. Puis vient le moment que tous redoutent, le premier vol solo sur un avion de chasse. Sur la piste, le moteur gronde, l'air vibre et la tour de contrôle devient une voix qui cadre l'instant. En quelques secondes, le sol s'éloigne, les bâtiments rapetissent et le monde se transforme en mosaïque silencieuse. Là-haut, il n'y a plus de place pour le symbole, seulement des décisions à prendre, une trajectoire à tenir et une concentration qui ne se partage pas. Le moment du premier vol solo sur un avion de chasse n'arrive jamais par hasard. Il est précédé d'un enchaînement de gestes, de vérification, de répétition, comme si la réussite devait être fabriquée avant même que l'appareil ne quitte la piste. Dans les briefings, chaque détail compte: trajectoire prévue, paramètres techniques, procédure d'urgence, conditions de sécurité, et cette discipline froide qui rappelle que l'aviation militaire ne tolère pas l'improvisation. Maryse Traoré s'inscrit dans cette logique sans chercher à la contourner. Elle observe, elle écoute, elle mémorise,
puis elle recommence. Ce n'est pas un récit d'inspiration facile, c'est une progression faite de contraintes, de pression et d'endurance mentale. Puis vient l'instant d'activation. Sur la piste, le moteur gronde et l'air vibre. Elle respire, vérifie une dernière fois ses instruments, reçoit les consignes de la tour de contrôle et laisse l'appareil s'élancer. Le décollage transforme immédiatement la perception. Le sol s'éloigne, les bâtiments deviennent minuscules, le paysage se fragmente en formes silencieuses. En quelques secondes, le corps doit accepter une vitesse qui dépasse les réflexes ordinaires. Là-haut, il n'y a pas de place pour la distraction. Il n'y a plus de public, plus de commentaires, plus de débat sur la légitimité d'une femme dans un cockpit. Il n'y a que des décisions rapides, des ajustements précis et une concentration qui ne se partagent pas. Le moment le plus intense se joue dans la manœuvre. À environ 300 mètres d'altitude, elle effectue plusieurs circuits, enchaîne les trajectoires prévues, corrige les écarts, ajuste la vitesse et maintient le contrôle comme on maintient une ligne de conduite. Chaque action est mesurée. Chaque correction doit être immédiate. L'erreur, ici, n'est pas seulement une faute technique. Elle peut devenir un danger. Elle le sait. Et c'est aussi ce qui rend l'instant plus lourd que la simple performance. Parce que son statut de pionnière ajoute une pression silencieuse. La moindre hésitation risquerait d'être interprétée non comme une faiblesse individuelle, mais comme une preuve injuste que les femmes ne seraient pas faites pour ce métier. Ce poids supplémentaire, elle ne le nie pas. Elle le transforme en exigence. Quand l'appareil revient se poser, l'événement ne se résume pas à un atterrissage réussi. Il marque une entrée officielle dans l'histoire militaire du pays. Les applaudissements sont sobres mais sincères. Et presque aussitôt, la scène dépasse le cadre strict de l'armée. La nouvelle se répand dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les discussions quotidiennes. Son nom circule bien au-delà des pistes de Bobo Dioulasso. Il est prononcé dans les écoles, partagé dans les familles, commenté dans les casernes. Il devient un symbole, parfois malgré elle. Les répliques se voient dans les détails. Dans les écoles militaires, de plus en plus de jeunes recrues féminines mentionnent son nom quand on leur demande ce qui les a motivées. Dans les lycées, des enseignantes citent son exemple pour encourager les élèves à poursuivre des études scientifiques. Dans les familles, on parle désormais d'aviation militaire sans exclure automatiquement les filles. Et dans l'armée elle-même, quelque chose commence à se déplacer. On cesse progressivement de la regarder comme la femme pilote, pour la regarder comme une pilote, tout simplement. Ibrahim Traoré reste un repère d'époque, mais ici, le symbole se construit ailleurs, dans une normalité conquise par l'excellence. À ce stade, les preuves ne sont pas des slogans. Elles sont dans les chiffres simples, dans les durées et dans les seuils que le récit laisse apparaître sans chercher à impressionner. La première donnée, c'est l'âge. À 24 ans, Maryse Traoré atteint un niveau de responsabilité où l'on exige une maîtrise technique et mentale rarement associée, dans ce contexte, à une trajectoire féminine. Ce chiffre n'est pas décoratif. Il indique une précocité, mais surtout une vitesse d'apprentissage, une capacité à supporter une pression continue et une maturité opérationnelle qui ne se décrète pas. La deuxième preuve est chronologique. En 2019, elle obtient un baccalauréat scientifique, étape décisive qui ouvre l'accès à une spécialisation plus ambitieuse. La même année, elle décroche une bourse et part en Chine pour une formation aéronautique de haut niveau. Ici, la logique est claire. Le passage du rêve à la méthode. Les journées commencent avant l'aube. Elles s'enchaînent entre cours théoriques, simulations de vol, entraînement physique intensif et évaluations constantes. L'aviation militaire ne tolère aucune approximation. Une erreur peut coûter cher, parfois la vie. Ce cadre transforme la motivation en discipline et la discipline en compétence. La troisième preuve est la durée. 4 années. Pendant 4 ans, elle forge son caractère autant que ses compétences.
Ce n'est pas un détail parce que la durée explique ce que le symbole masque souvent. On ne voit pas seulement une première femme pilote de chasse, on voit un processus long. Encaisser les échecs, accepter les critiques sévères, recommencer encore et encore jusqu'à atteindre la perfection technique exigée. Dans cet apprentissage, elle apprend à interpréter des données en une fraction de seconde, à garder son sang-froid lorsque l'appareil vibre, lorsque les alarmes retentissent, lorsque la vitesse dépasse tout ce qu'un esprit non entraîné pourrait supporter. La compétence devient une forme de résistance. La quatrième preuve est un seuil concret, le vol solo sur avion de chasse. Le récit situe une manœuvre à environ 300 mètres d'altitude, avec plusieurs circuits, des trajectoires corrigées, une vitesse ajustée et une maîtrise de chaque paramètre. Ce chiffre, lui aussi, n'est pas une décoration. Il rappelle que l'action se déroule dans un espace où la marge d'erreur est réduite, où la décision doit être rapide et où la concentration ne peut pas se relâcher. Là-haut, il n'y a plus de débat sur le genre. Il n'y a que la précision. Enfin, il y a la preuve sociale, moins mesurable mais tout aussi réelle, l'effet de diffusion. Son nom circule dans les écoles, dans les familles, dans les casernes. De jeunes recrues féminines la citent comme motivation. Des enseignantes utilisent son exemple pour encourager des élèves à poursuivre des études scientifiques. Ce sont des indices d'un déplacement lent mais visible des mentalités. Ibrahim Traoré peut apparaître comme repère d'époque, mais l'argument central reste le même. Une trajectoire devient crédible quand elle est lisible, et elle devient lisible quand elle est ancrée dans des faits simples, datés et répétés. Il existe au moins deux objections classiques que ce récit déclenche, et il faut les prendre au sérieux pour comprendre ce qui change réellement. La première consiste à dire que l'histoire est avant tout symbolique. Une première femme pilote de chasse attire l'attention, mais ne transforme pas nécessairement la réalité quotidienne de l'armée de l'air. Selon cette lecture, le système reste le même, les critères restent les mêmes, et une réussite individuelle ne suffit pas à modifier une institution structurée par la hiérarchie, la compétition et la tradition. On peut même ajouter que le symbole risque d'être isolé, célébré, puis rangé, sans produire d'effet durable. La deuxième objection est plus dure. Elle affirme que l'aviation de combat est un domaine où seule la performance compte, et que le débat sur le genre est secondaire, voire inutile. Dans cette logique, le fait qu'elle soit une femme ne devrait ni être mise en avant, ni être interprété comme une victoire sociale. Ce serait au mieux un détail et au pire une distraction qui masque l'essentiel, la rigueur, la technique, le sang-froid et l'aptitude à agir sous pression. La réponse du récit est factuelle et c'est précisément ce qui le rend solide. D'abord, il montre une progression longue, datée, structurée, baccalauréat scientifique en 2019, formation aéronautique en Chine, 4 années d'exigence continue, diplôme obtenu en 2023, puis intégration dans un escadron de chasse à Bobo Dioulasso. Ensuite, il décrit des épreuves concrètes, procédures d'urgence répétées, simulations, entraînement physique intensif, évaluation permanente et enfin un vol solo où la maîtrise technique se vérifie dans l'action. Rien de cela ne relève d'un discours. Et pourtant, le symbole existe malgré tout, parce qu'il se construit sur une compétence démontrée. Ce n'est pas une exception décorative, mais une normalité conquise. Ibrahim Traoré peut être cité comme marqueur d'époque, mais la bascule se joue ailleurs, dans le moment où l'institution cesse de voir la femme pilote et commence à voir une pilote. Parce qu'une fois l'exploit accompli, la question n'est plus est-ce possible, mais qu'est-ce que cela change concrètement dans les regards et dans les habitudes. Maryse Traoré n'apparaît plus seulement comme une histoire à raconter, mais comme une référence qui circule, parfois sans bruit, dans des lieux très différents. Dans une caserne,
son nom devient un exemple de rigueur. Dans une école, il devient une permission implicite de rêver autrement. Dans une famille, il devient une phrase simple. Oui, une fille peut aussi viser ce métier. C'est ici que le récit bascule. L'événement n'est pas seulement un vol solo réussi, c'est une exception qui commence à se normaliser. La pression reste immense parce que la pionnière est observée plus que les autres et que la moindre erreur peut être interprétée de manière injuste. Mais le mouvement est lancé, la compétence prend le dessus sur l'étiquette. Ibrahim Traoré peut être cité comme repère de l'époque, mais l'image qui s'impose n'est pas politique, elle est presque silencieuse. Une pilote tout simplement qui tient sa place par l'excellence. L'effet le plus visible de cette histoire ne se limite pas à une émotion passagère. Il se prolonge dans des conséquences très concrètes qui touchent plusieurs cercles à la fois. D'abord, il y a le cercle institutionnel, celui de l'armée et plus largement de l'État. Une première femme pilote de chasse devient un signe de modernisation, non pas parce elle est mise en scène, mais parce qu'elle prouve que l'accès aux métiers techniques et stratégiques peut être ouvert sans abaisser l'exigence. Pour l'institution, cela signifie une chose simple. La compétence élargit le vivier. Et quand le vivier s'élargit, la sélection peut devenir plus forte, plus compétitive, donc potentiellement plus efficace. Ibrahim Traoré, dans ce cadre, n'est pas l'acteur direct, mais il devient un repère d'époque. Celle où des symboles nouveaux apparaissent au sein des structures les plus fermées. Ensuite, il y a le cercle des familles. Dans un pays où les trajectoires féminines sont souvent associées à des rôles plus attendus, l'apparition d'un modèle différent crée une discussion domestique immédiate. Ce n'est pas toujours un débat idéologique, c'est parfois une phrase courte, un exemple qui tombe sur la table. Regarde, c'est arrivé. La conséquence est concrète. Des parents peuvent encourager une fille à poursuivre des études scientifiques, non pas parce que tout devient facile, mais parce que l'idée devient imaginable. Le symbole agit comme une autorisation silencieuse. Le troisième cercle est celui de l'école et des lieux de formation. Le récit insiste sur un point, l'excellence scolaire, le baccalauréat scientifique obtenu en 2019, puis la formation de haut niveau en Chine. Cette chronologie donne aux enseignants un argument solide. On peut relier une réussite à une discipline visible, travailler, tenir, progresser. Dans les lycées, l'histoire devient un outil pédagogique pour pousser des élèves vers les filières scientifiques. Dans les écoles militaires, elle devient une référence pour des recrues féminines qui cherchent une preuve que leur place n'est pas seulement tolérée, mais possible. Enfin, il y a le cercle des jeunes filles elles-mêmes, celui qui transforme le symbole en projection intime. Là, la conséquence est presque immédiate. Écrire, envoyer un message, dire «je veux lui ressembler». Ce n'est pas une imitation naïve, c'est une reconfiguration du futur. Le récit mentionne qu'elle reçoit des lettres, des témoignages, des mots d'encouragement. Cela crée une chaîne. Une réussite devient une motivation, la motivation devient une candidature, la candidature devient une présence plus visible et la présence finit par modifier la norme. Au bout du compte, l'histoire ne change pas tout d'un coup. Elle déplace une frontière, lentement mais réellement. Ibrahim Traoré reste une référence de contexte, mais ici, la transformation la plus forte est sociale. Une exception commence à ressembler à une normalité. Sur les 6 à 12 prochains mois, l'histoire de Maryse Traoré peut évoluer selon plusieurs trajectoires, sans qu'il soit nécessaire de faire une prédiction. D'abord, un scénario assez probable est celui d'une normalisation lente. Dans cette version, l'événement reste fortement commenté, puis il s'installe comme une référence stable. Elle continue à se perfectionner, à s'entraîner, à suivre la routine exigeante des missions et des exercices, et l'institution continue à l'observer avec attention. La conséquence principale est simple.
Le symbole ne disparaît pas, mais ils se font progressivement dans le quotidien. La première femme pilote devient surtout une pilote, et c'est peut-être la forme la plus durable de changement. Ensuite, un scénario plus optimiste serait celui d'un effet d'entraînement visible. Ici, l'exemple se transforme en dynamique. Davantage de jeunes filles s'orientent vers des études scientifiques. Davantage de recrues féminines mentionnent ce parcours comme motivation. Et les structures de formation adaptent leur discours pour rendre ces trajectoires plus accessibles. Ce n'est pas une baisse d'exigence, mais une meilleure circulation de l'information. Comment se préparer, quelles étapes franchir, quel niveau de discipline adopter. Dans ce scénario, l'histoire devient un levier éducatif et institutionnel. Ibrahim Traoré peut être cité comme marqueur de l'époque, mais la transformation se fait surtout par capillarité sociale. Enfin, un scénario plus difficile serait celui d'une pression qui se retourne. Le statut de pionnière peut devenir un fardeau. Observation constante, interprétation excessive de la moindre erreur, fatigue mentale et risque que l'institution ou l'opinion publique réduisent toute sa carrière à une étiquette. Dans cette version, le symbole est fragilisé non parce que la compétence manque, mais parce que la charge symbolique devient trop lourde. L'histoire reste inspirante, mais elle s'accompagne d'une tension. Prouver encore et toujours comme si la preuve n'était jamais suffisante. Une recommandation de lecture s'impose, quel que soit le scénario. Ne pas confondre événement et transformation. L'événement est instantané. La transformation est un processus. Et c'est précisément ce que ce récit donne à voir derrière l'image. Ce qui rend cette histoire proche du spectateur, ce n'est pas seulement l'uniforme ou l'avion de chasse. C'est la logique intérieure du parcours. L'idée qu'un rêve ne devient réel que lorsqu'il est traité comme un entraînement. Maryse Traoré n'a pas attendu que les mentalités changent pour avancer. Elle a construit une discipline, puis elle l'a répétée jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Et c'est un point que n'importe qui peut reconnaître, même loin du monde militaire. La peur n'est pas un mur, c'est une donnée à gérer. Pour le spectateur, l'impact se joue à trois niveaux simples. D'abord, le niveau de l'effort. Apprendre, se corriger, recommencer, accepter une critique sans se dissoudre. Ensuite, le niveau du regard social. Continuer malgré le scepticisme, malgré l'attente silencieuse de l'échec, malgré la tentation de se justifier. Enfin, le niveau du temps. Tenir sur la durée parce que ce récit est fait de plusieurs années, pas d'un seul moment spectaculaire. Il y a aussi des gestes concrets que cette histoire suggère sans donner de leçons. Choisir une compétence précise à renforcer. Se fixer un rythme de travail stable. Chercher un environnement exigeant, même inconfortable. Et surtout, mesurer le progrès avec des étapes visibles, comme des jalons, plutôt qu'avec une motivation fragile. Ibrahim Traoré peut rester en arrière-plan comme repère d'époque, mais le message le plus direct est humain. Une trajectoire se construit quand on accepte de devenir rigoureux avant de devenir visible. Si l'on veut que ce type de trajectoire ne reste pas une exception, il faut une logique de continuité, pas seulement une célébration. Une feuille de route réaliste peut se lire en quelques étapes simples. D'abord, il faut rendre le parcours lisible. Les écoles et les structures de formation peuvent clarifier les conditions d'entrée, les prérequis scolaires et les compétences attendues avec des exemples concrets de progression. La mesure ici est claire. Nombre de candidatures féminines dans les filières scientifiques et militaires et taux de maintien sur l'année. Ensuite, il faut renforcer l'accompagnement sans diminuer l'exigence. Un mentorat interne, discret mais structuré, peut aider les recrues à traverser la pression, la fatigue et l'isolement. La mesure peut être un suivi de performance et de bien-être.
Résultats aux évaluations, incidents évités et stabilité physique sur les périodes d'entraînement. Puis, il faut normaliser l'image par le quotidien. Au lieu de traiter la pionnière comme un événement permanent, l'institution peut valoriser le travail, la rigueur et la répétition, comme elle le fait pour n'importe quel pilote. La mesure est simple: diminution des discours exceptionnels au profit d'indicateurs techniques et opérationnels. Enfin, il faut créer un pont avec l'école. Des interventions sobres, centrées sur la discipline et les études scientifiques, peuvent ancrer l'exemple dans un effort accessible. La mesure, orientation vers les filières scientifiques et demande une question d'information sur les parcours. Ibrahim Traoré peut être mentionné comme repère de l'époque, mais le vrai indicateur de succès est ailleurs, quand une réussite cesse d'être rare parce que le chemin devient praticable. Il y a une image qui revient, presque comme un motif, une piste, un moteur qui gronde, et ce moment où le sol s'éloigne. Au début, cette scène pouvait ressembler à un simple exploit, mais à mesure que le récit avance, elle devient autre chose. La preuve qu'une frontière peut céder sans bruit, simplement parce qu'une personne a tenu sa ligne. Maryse Traoré n'a pas cherché à devenir célèbre. Elle a voulu servir, se dépasser et maîtriser un métier où l'approximation n'existe pas. Et c'est précisément pour cela que son histoire touche. Elle n'est pas construite pour plaire, elle est construite pour durer. Dans les écoles, son nom circule comme une permission. Dans les casernes, il circule comme une exigence. Dans les familles, il circule comme une possibilité. Ce n'est pas un conte parfait, c'est un déplacement réel fait de fatigue, de pression et de répétition. Ibrahim Traoré peut rester comme repère d'époque, mais l'émotion centrale n'est pas politique. Elle est humaine, le moment où l'on cesse de demander «est-ce que tu peux?» et où l'on constate «tu l'as fait». La compétence finit toujours par parler. Au fond, cette histoire laisse une trace qui dépasse le cockpit. Elle parle d'un pays qui découvre de nouveaux visages pour incarner l'exigence, le courage et la précision. Elle parle aussi d'un changement discret, celui qui ne vient pas d'un slogan, mais d'une normalité gagnée jour après jour par le travail. Maryse Traoré n'efface pas les difficultés, elle ne promet pas une route facile. Elle montre simplement qu'une porte peut s'ouvrir quand quelqu'un accepte de payer le prix de la rigueur. Si ce récit vous a marqué, l'intérêt n'est pas seulement d'applaudir, mais de regarder ce qu'il déclenche autour de vous, dans une école, dans une famille, dans une conversation. Ibrahim Traoré restera peut-être un repère d'époque pour beaucoup, mais ici, le symbole le plus fort est silencieux. Une pilote qui tient sa place. Et maintenant, une question simple. Dans 10 ans, quel type de première fois voudrait-on voir devenir une normalité au Burkina Faso?